Ok, bonjour, alors moi c'est Delphine Stein, je travaille aussi à l'URC à Clemenceau sur le pôle de Strasbourg. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le stretching et thérapie passive dans le cadre des tendinopathies. C'est vrai que c'était un vaste sujet, stretching, ça allait, on voit à quoi ça correspond, thérapie passive, je vous avoue qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Donc j'ai fait une liste mais clairement elle n'est pas exhaustive. Donc mon point de départ sur cette présentation, ça a été donc cette infographie, les 10 choses à ne pas faire quand vous avez une tendinopathie. Alors ça peut paraître un peu rigolo, mais vraiment pour communiquer avec des patients, je trouve ça toujours super intéressant d'avoir une infographie qui permet de reprendre les points importants. Et de manière un peu plus scientifique, je suis aussi partie donc, de cet article de Cardoso, qui est une bonne revue de la littérature, hein, ainsi que l'article de Jill Cook, dont avait été tirée en fait, cette infographie qui avait ensuite été traduite en fait, par un organisme de formation, voilà, Physio Sport Performance. Si jamais vous voulez retourner la chercher, voilà, elle est disponible. Alors, le stretching. Alors, on sait que les tendons sont conçus pour absorber et transférer de grandes quantités de charges de traction. La matrice extracellulaire est bien organisée, solide, flexible, et pour permettre cette fonction. Le stretching, alors c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre, je pense que ça en fait toujours couler beaucoup et chacun a son avis et son expérience dessus. Alors ce qu'on sait actuellement, c'est qu'au niveau des anthèses ou des anthésopathies, c'est quand même quelque chose plutôt à éviter à cause du facteur de compression. En fait, par exemple, imaginez le tendon d'Achille, vous allez voir quand vous faites un stretching, que vous venez étirer, vous venez comprimer le tendon contre le tendon d'Achille, contre les surfaces osseuses. Et du coup, le fait d'ajouter la compression, c'est quand même un facteur où on s'est rendu compte que déjà ça allait modifier les ténocytes au sein du tendon. Et ça allait aussi, ça va être une contrainte en plus en fait par rapport à la traction. Et combiner une traction et un facteur de compression, c'est quelque chose qui allait probablement plus générer un risque en fait d'abîmer le tendon. Donc il y a l'autre question aussi qui est un peu plus pratique. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à aller étirer le tendon ? Quel est l'intérêt ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait rendre le tendon plus flexible ? Dans quel but ? Peut-être que dans certaines activités ou certains sports, c'est intéressant. Il faudrait l'étudier vraiment propre à l'activité. Par exemple, prenons le tendon d'Achille toujours, sur une activité de saut, de sprint. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un tendon plus souple ? On n'est pas sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de ce type d'activité, on cherche à emmagasiner et restituer de la charge plutôt comme un ressort. Imaginez un ressort qui est distendu parce qu'on l'a trop assoupli. Est-ce que c'est un ressort intéressant en termes de pratique ? Je vous laisse répondre à cette question. J'ai déjà mon avis dessus, mais voilà. La question intéressante, c'est « Ok, je vais étirer mon tendon. Est-ce que ça a une raison d'être ? Est-ce que ça va être un facteur préventif d'avoir un tendon plus souple ? Ou est-ce que ça va être justement un facteur de risque d'avoir un tendon qui est raide ? Peut-être qu'il faut voir activité par activité aussi dans ce cas-là. Et l'autre question, c'est que sur une étude, en fait, ils ont observé, alors je ne l'ai pas mentionné ici, mais voilà, ils ont observé que finalement, aller faire un exercice en excentrique, en termes de flexibilité, ça a apporté tout autant en termes de gain, en fait, que de venir faire du stretching passif. Là, ça, c'est juste une réflexion, c'est finalement quel intérêt du stretching passif versus de l'excentrique. La thérapie manuelle. Alors, je me suis penchée sur cette méta-analyse qui a inclus 21 études avec seulement 5 qui avaient un risque modéré, voire faible de biais. Donc, elle était sur les coiffes de la rotateur. Et alors, comme un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est oui, non, bof, on ne sait pas trop. Alors, si, on sait quand même 2-3 trucs. Alors, la thérapie manuelle, elle pourrait diminuer les douleurs sur la coiffe des rotateurs, mais on a quand même une incertitude sur l'amélioration de la fonction. Donc cette revue, elle étudie la thérapie manuelle ajoutée à d'autres techniques, donc des ultrasons, un placebo, de l'exercice,
Et aussi, on l'a étudié seul. Donc sur les données de faible à modéré risque de biais, on estimait qu'elle améliorait vraiment beaucoup la douleur des personnes atteintes de tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs. Et idem pour celles qui avaient juste un faible niveau de preuve. Ça restait quand même pas clair sur tout ce qui était en termes de fonction. Alors, avant on disait les risques de biais, on en parle, on dit qu'elles sont pas de bonne qualité. À quoi ça ressemble vraiment en fait sur une méta-analyse? Et j'ai trouvé cette manière de résumer vraiment intéressante. Donc en fait, ce que vous avez en vertical, ce sont les études, et à l'horizontale, ce sont les risques de biais. En vert, c'est quand il y a un faible risque de biais. En jaune, inconnu ou incertain. En rouge, élevé. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cherché ou qu'on ne sait pas faire. C'est juste qu'en fait, on a des choses qui ont été bien faites, moins bien faites sur toutes les études. Donc quand on ne conclut pas, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste qu'on n'a pas réussi à réunir suffisamment de preuves pour avoir des certitudes. Donc voilà, il y a plein de points encore à améliorer. Ce qui reste en rouge tout le temps, c'était le fait que le thérapeute soit en aveugle en fait. Quand un thérapeute fait de la thérapie manuelle, en général, il est au courant. Voilà. Mais c'est comme pour le stretching en général, quand le patient fait du stretching, il le sait. On pourrait aussi retrouver ce genre de biais sur les étirements. Voilà. Par contre, on pourrait quand même modérer un petit peu et se dire, finalement, la thérapie manuelle, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait utiliser pour améliorer certains facteurs qui permettraient ensuite aux patients de passer sur des exercices, puisqu'apparemment, ça reste une manière d'aborder le sujet intéressante. Donc voilà, des cas cliniques ou des études non contrôlées, des effectifs faibles pour le membre inférieur, c'est pour ça que je me suis concentrée sur cette méta-analyse. Ok, alors, le massage transverse profond, je sais que je l'ai vu un petit peu apparaître là aujourd'hui. Donc ça, c'est une revue Cochrane qui a été faite. Voilà, la conclusion, en termes de pratique, une évidence qui est insuffisante pour montrer qu'il y avait vraiment un bénéfice. En plus de ça, donc je sais que pour ceux qui ont peut-être étudié en kiné, moi on m'avait appris en fait que on allait chercher à créer un phénomène inflammatoire qui ensuite allait créer une amélioration de la cicatrisation. Bon, ça en termes de preuves, c'est plus une idée reçue qu'un fait réel. Donc voilà. Donc du coup, sur cette revue de la littérature, ils avaient regardé au niveau du coude latéral et du genou latéral. C'était intéressant parce qu'ils ont quand même mélangé le membre sup et le membre inf, ce qui n'était pas le cas sur d'autres études. Et puis ils ont vérifié, versus ultrason, placebo, exercice. Est-ce que ça a amélioré la douleur, la force de grippe? Et on reste à cette conclusion que pas grand-chose. Pas de preuves, en tout cas probantes. Je reprendrai juste la même chose que ce par quoi j'ai commencé. Venir faire du massage transverse profond sur une anthèse, on rajoute aussi un facteur compressif au niveau du tendon. Peut-être à modérer dans l'utilisation, ou en tout cas faire des recherches avant. Celle-là. Le dry needling, ça a été mentionné avant par Magali. Donc c'est quand même différent de l'acupuncture, on n'est pas du tout sur le même raisonnement clinique derrière. Donc je me suis inspirée de l'étude de Sotchev qui est toute récente, elle est toute fraîche, elle est de janvier celle-là. Il y avait 3 revues systématiques, 7 ECR, 6 études de cohorte. Les résultats, une pratique trop hétérogène pour être évaluée. En fait, le dry needling, c'était des aiguilles différentes, des manières de piquer aussi différentes, parfois dans le muscle, plus souvent sur le tendon comme c'était une tendinopathie. Donc ça ne permettait pas non plus de tirer des conclusions. Et souvent, en fait, elles ont été utilisées conjointement à d'autres études. On n'avait pas le dry needling tout seul. Donc on ne pouvait pas savoir quel bénéfice était imputable au dry needling. Cependant, il y en a une qui avait le dry needling tout seul et ils avaient comparé en fait le dry needling versus un traitement en première intention d'anti-inflammatoire et d'orthèse pour l'épicondylite latérale. Donc là, les résultats étaient concluants. Ils avaient trouvé qu'il y avait une meilleure amélioration avec le dry needling, mais en traitement de première intention. Ça ne reste pas un traitement à part entière.
Ok, alors, le sujet, voilà, de plus en plus épineux. On arrive sur les instruments qui vont servir au kiné, donc ça va être les crochets, les ventouses. Astim, c'est une sorte de crochet. Peut-être que les gens qui vous vendront Astim vous diront non, c'est pas pareil. Hein. Je vais regarder les vidéos, on se rapproche vraiment de quelque chose qui ressemble à du crochet quand même. Donc, cette étude, elle est intéressante aussi. Alors, elle a beaucoup de biais. C'est que sur 16 patients, ils en ont exclu 2 au départ. À la fin, ils en avaient plus que 12. Hein. Donc, ça fait pas beaucoup quand même de patients qui restent pour tirer des conclusions. Ils ont fait un traitement sur 12 semaines et ensuite, ils ont suivi les patients à 12, 24 et 52 semaines. Hein. Et du coup, ce qui en est ressorti, donc un faible effectif. La douleur avait été améliorée de manière significative dans les 2 groupes, hein, sans différence. Par contre, au niveau fonctionnel, apparemment, le groupe qui avait reçu la thérapie Astim, hein, avec les exercices versus l'autre groupe qui avait que les exercices, hein, donc le groupe Astim avait été amélioré. Ok, on pourrait se dire, bon, il y a un faible groupe, mais il y a quand même des preuves probantes. Je suis quand même allée creuser un petit peu parce que cette étude, c'est marrant, elle est revenue plusieurs fois, puis il n'y avait pas toujours les mêmes conclusions dessus. Hein. Et en fait, dans le suivi, ce qui se passe, c'est qu'il y avait donc ce groupe Astim qui a été vu en tout 12 fois, 20 à 30 minutes, sur les 12 semaines. L'autre groupe, on les a vus 1 à 4 fois. Donc déjà, ça c'était un petit peu bizarre de se dire, tiens, sur le groupe, il y en a qu'on a vu qu'une fois, il y en a qu'on a vu 4 fois. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Et donc sur ce groupe qui avait que les exercices à faire à la maison, hein, en fait, on les a juste appelés 1 fois par semaine en leur disant, voilà, bonjour, est-ce que vous faites vos exercices, est-ce que vous avez des questions et puis ils les ont vus à 12 semaines. Hein. La question qu'on pourrait se poser là, c'est quand même, est-ce que ça pourrait pas créer aussi une grosse différence de beaucoup voir son patient, de passer beaucoup de temps avec lui, au moins 1 fois par semaine, hein, versus juste lui passer un coup de fil 1 fois par semaine. Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant d'aller voir le médecin ou de juste lui passer un coup de fil quand vous pensez avoir un vrai problème grave? Ça peut être une question intéressante. C'est pas l'objet de l'étude, on n'a pas le droit de tirer de conclusion en changeant les mesures qu'on cherche à observer, mais je pense que c'est déjà une première piste à aller réfléchir. Puis aussi, de manière générale, personne n'était en aveugle, ni les thérapeutes, ni ceux qui ont prélevé les mesures, ni le patient. Les ventouses anégotiques, j'ai cherché cupping et tendinopathie sur PubMed. Je suis tombée sur une étude. Alors, il y a des études sur les ventouses, mais juste spécifiques à la tendinopathie, j'en ai trouvé qu'une. Et c'était une étude de cas en chinois dont seul le titre avait été traduit en anglais sur Google Scholar. Elle n'existait pas non plus en anglais. Donc j'ai laissé tomber, mais c'est pas pour vous dire que j'ai cherché, j'ai trouvé un truc, mais clairement j'ai rien pu faire avec. Donc voilà. Le tape et les orthèses, alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Alors, soyez un tout petit peu concentrés pour ça, c'est un peu compliqué. Parce que dans ce groupe, donc c'était 97 athlètes qui avaient un problème au niveau du tendon patellaire, donc une tendinopathie. Il y avait 4 groupes, hein. Donc ils ont réparti effectif en 4 groupes. Le patellar strap, ils ont mis une orthèse, d'accord? C'est pas un strapping blanc qu'on connaît. Le sports tape, c'est pas du tape qu'on connaît, cette fois-ci c'est un strap rigide. Le placebo, c'est un kinésiotape qui a été posé, mais sans tension. Donc on ne cherche pas à évaluer de est-ce que le tape fonctionne ou pas, c'est un placebo. Ça n'a pas été posé comme un tape. Donc là-dedans, on n'évalue pas le tape tel que vous le connaissez. Et ce qui porte le nom de tape, c'est un strap. C'est ok, c'est clair pour tout le monde? Ouais, c'est un peu dur à ce niveau de l'après-midi, mais bon. C'est juste pour qu'il n'y ait pas en fait, de confusion sur la suite des résultats. Et ainsi qu'un groupe contrôle donc, qui n'a reçu pas d'intervention. Les personnes ont été évaluées, en fait, c'était leur propre référence. Donc ils ont regardé si un groupe s'améliorait en fonction des premiers essais sans orthèse ou sans matériel. L'évaluation, c'était la douleur. Intéressant dans la construction de l'étude, ils ont fait la première partie avec des tests fonctionnels, la deuxième partie, ce qu'on appelle au bord du terrain. Donc ça permettait quand même de mélanger les deux. Finalement, sur les tests fonctionnels, ils se sont rendus compte qu'il y en avait le strap
donc l'orthèse et le kinésio, donc le placebo, qui avaient amélioré la douleur, mais finalement sur un seul des 5 exercices. Donc c'était le squat unipodal sur un plan décline. Donc améliorer un exercice sur 5, est-ce que c'est vraiment intéressant? Peut-être si c'est vraiment ce qui est important dans votre pratique sportive. Au niveau du bord du terrain, il y avait un petit peu plus de résultats. Le tape, et donc le tape c'était le strap rigide, et le placebo, les joueurs avaient moins de douleur pendant et après le jeu. Au niveau du strap, ça allait mieux, mais seulement après le jeu. En fait, par rapport à la fois où ils avaient joué sans strap, et ben, ils avaient quand même un peu moins mal après avoir joué. Mais finalement, quand on évaluait les douleurs le lendemain, entre le moment où ils avaient joué sans avoir porté leur strap, tape et compagnie, l'évaluation de la douleur le lendemain, et ensuite la semaine d'après, quand ils avaient fait l'évaluation, ils avaient fait leur match, on va dire, avec le strap. On reprenait la douleur le lendemain, on disait bon, bah, le lendemain ça va pas mieux d'une semaine à l'autre. La discussion, 97 athlètes, il y en a 28 perdus de vue. Alors c'est pas forcément des gens qui ont quitté l'étude, mais c'est aussi qu'ils n'ont pas toujours rendu les données telles qu'on leur avait demandé. Et ensuite on parlait d'athlètes, mais on savait pas trop quel sport ils pratiquaient. Ils avaient référencé le nombre d'heures d'activité sportive, le niveau régional, national, mais on ne sait pas trop si c'est des basketteurs, des handballeurs. C'était pas dit dans l'étude. Ok, en pratique, vous allez me dire, ok, c'est super, un peu comme le reste de la journée. Alors je ne catalogue pas toutes les interventions, hein, mais comme le reste de la journée, on reste sur quelque chose de, il y a peu de preuves. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait finalement de ça? Donc là, je vous présente le schéma qui a été proposé. Alors, je sais que Jill Cook l'a repris aussi. Donc on reste sur la physiopathologie, la tendinopathie, c'est comme ça qu'on l'explique aujourd'hui. Vous avez un tendon normal. Si vous le chargez de manière progressive et le tendon normal, si vous le chargez de manière incorrecte, trop fort, trop rapide, vous allez partir sur une tendinopathie. Si vous avez une lésion et que vous réapprenez à votre tendon à avoir une charge, donc vous allez charger de manière progressive, donc ça s'appelle l'optimisation des charges, vous allez renforcer, ça va créer une adaptation qui fait que le tendon va revenir à la normale et capable d'encaisser la charge ou l'activité physique que vous lui demandez. C'est une version vraiment très 2D, on trouve ça intéressant. Alors ils ont quand même mis les facteurs individuels, hein, et on se dit, bah, là, il y a peut-être d'autres choses à voir au-delà de ce schéma, et peut-être que finalement, sur quoi on joue avec certaines thérapies, bah, notamment les thérapies passives, hein, c'est plus en 3D. C'est peut-être qu'en fait, ce qu'on va chercher à créer avec des thérapies passives, c'est une fenêtre avec un peu moins de douleur, hein, et où on va permettre d'emmener le patient sur des exercices actifs. Un patient qui a mal, quand il a mal à l'activité, ça va être compliqué de continuer dans cette direction, alors que si on se dit, bah voilà, peut-être qu'après avoir fait... est-ce que voilà, j'ai fait un peu de MTP, mon patient est capable maintenant de faire l'exercice que je voulais, peut-être que c'est quand même intéressant à utiliser. Voilà, donc par exemple, voilà, je vais vous faire un cas très pratique, hein, parce que en général ça parle beaucoup. Je demande à mon patient de monter sur demi-pointe pour un exercice quelconque, on va rester sur la tendinopathie d'Achille. Il a mal, il peut pas. Je vais faire du massage transverse profond. Et le patient me dit, c'est incroyable, ça va vachement mieux, j'ai pas mal. Mais du coup, je peux l'emmener sur un exercice ensuite, hein, et ça va me permettre à mon patient de revenir travailler avec une charge qu'il est capable de tolérer. Pourquoi pas? Ce que je voulais, c'était faire de l'actif. Avec une thérapie passive, ça m'a permis d'avoir une fenêtre pour faire travailler mon patient. On pourrait aussi parler du fait de modifier les afférences, tout ça, mais c'est pas l'objet du jour, et puis c'est un peu plus long aussi. Dans les facteurs individuels aussi, quand même, important. Parce qu'on parle du passif, il y a d'autres choses qu'on pourrait utiliser. Donc, il y a quand même tout ce qui est les facteurs psychosociaux, l'anxiété, les enjeux de la blessure. Hein. Tout ce qui est les comorbidités, on en a un petit peu parlé, le diabète, il y a le tabagisme, l'obésité. Et aussi les facteurs neurophysiologiques, hein, donc les mécanismes centraux et nociceptifs de la douleur. Peut-être que ça, ils sont marqués en tout petit, ils sont un peu implicites sous facteurs individuels,
Mais peut-être que c'est des petites choses aussi qui vont être intéressantes à venir traiter, alors avec d'autres méthodes bien sûr, hein, mais au-delà de chercher finalement du renforcement de l'actif. Peut-être des choses à améliorer aussi, en dehors de juste le tendon. Alors, finalement, j'ai montré quelques pratiques là en passif. Hein. Et vous me dire, ok, mais alors sur toutes celles, elles n'ont pas vraiment de preuves. Qu'est-ce que moi je vais aller choisir avec mon patient? J'en ai 5, je sais qu'elles ont des preuves discutables. Hein. Qu'est-ce que je choisis? J'ai mon patient qui est là, il faut quand même que je fasse quelque chose avec, et je voudrais vraiment qu'il puisse retourner courir à son activité. C'est là où on va vous remettre ce modèle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, et je me suis dit, quand je le voyais étudiant, je me suis dit, bon, c'est joli en théorie, en pratique, je vois pas à quoi ça sert. Hein. C'est intéressant. Aujourd'hui, je pense que vous êtes venus voir les meilleures données de la recherche. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais voilà. Aujourd'hui, vous êtes venus vous renseigner. Et vous dites, bon, les preuves, parfois il y en a, parfois pas. Ok. Derrière, il y a votre expérience aussi. Ce que vous êtes capable de faire avec le patient, ce que vous êtes capable d'aller investiguer. Je vous parle kiné comme médecin. Ce que vous êtes capable d'analyser chez votre patient. Et ensuite, il y a votre patient. Parce que finalement, votre patient, il sera toujours différent d'une personne à l'autre. Et qu'est-ce qui lui correspond à lui, d'accord? Finalement, voilà, la mésothérapie, je trouve que c'est un bon exemple. Mon patient arrive et il me dit, mais j'ai vu ça chez les jeux de joueurs, hein, la mésothérapie, ils courent vachement mieux une fois qu'ils ont eu une séance. Hein. Donc il y a ces croyances-là, il pense qu'il va être vraiment amélioré. Moi, je sais le faire. Je sais que peut-être ça a déjà réussi sur d'autres patients. Je me dis, ok, pourquoi pas essayer? Si derrière le patient, il va mieux, peut-être que c'était une carte à jouer. Je vais finir sur cette diapo. L'éducation thérapeutique, hein, dans les techniques dont on a parlé avant. Alors l'éducation thérapeutique, ça passe vraiment par un champ très très large. Hein, mais peut-être que ça, c'est un des outils les plus intéressants aujourd'hui qu'on a pour la tendinopathie. Et je vous donnerai, donc en fait c'est bien, c'est la boucle est bouclée. C'est l'article que je vous ai cité tout en début de présentation. Ça, c'était la conclusion. Comment est-ce qu'on gère une tendinopathie? Et donc du coup, la prise en charge de la tendinopathie, elle va s'articuler autour de l'éducation, de la surveillance et de la gestion de la charge, d'un programme de rééducation basé sur l'exercice et les interventions complémentaires pour la douleur. Les avantages de ça va être la gestion des attentes d'une solution rapide. Le patient vient, il veut aller bien tout de suite en ressortant du cabinet. Il faut lui expliquer que s'il ne repart pas en sautant, c'est peut-être parce que ça va prendre du temps et que c'est pas que nous on est nuls ou que lui n'ira jamais mieux, c'est que parfois juste une séance, c'est pas suffisant pour faire des miracles. On cherche aussi souvent à soulager l'anxiété liée aux résultats de l'imagerie. C'est quelque chose qui revient souvent. Un collègue m'a dit juste avant d'entrer dans la salle, il m'a dit, tu sais, moi des fois, j'ai l'impression que juste expliquer à mon patient ce qu'il a, expliquer que l'imagerie, peut-être que c'était pas si grave, eh ben j'ai l'impression que mon patient il va mieux. Voilà. C'est vrai que ça, des fois on a l'impression de se dire ok, j'ai rassuré mon patient, ça fait beaucoup. Et ensuite, le truc vraiment super avec l'éducation thérapeutique, c'est que ça va permettre de faciliter l'observance dans un programme de réadaptation basé sur l'exercice. Hein. Les patients ils doivent être conscients qu'avoir un certain inconfort, ça peut être normal pendant le programme, hein, mais que c'est surtout l'observance qui va être importante car la récupération va prendre plusieurs mois. Voilà. Et donc, au-delà de cette éducation thérapeutique, ça va être aussi discuter des options de traitement fondées sur les preuves, hein, qui va aider à éliminer la confusion créée par la pléthore d'options de traitement disponibles, dont beaucoup ne sont pas étayées par les preuves. Hein. Voilà. J'avais ce petit article sur les attentes et l'auto-efficacité. J'ai compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc du coup, je m'arrête là. Merci beaucoup.